Bonjour à tous. Alors, nous allons commencer le webinaire. Les retardataires vont sûrement arriver dans peu de temps. Merci à tous d'être présents pour ce webinaire sur le XAI, Explainable Artificial Intelligence, ou comment avoir une intelligence artificielle qui est plus facile à comprendre, qui est plus facile à déchiffrer. Et aujourd'hui, plusieurs experts pour nous parler de cette thématique passionnante des boîtes noires et de l'intelligence artificielle. En deux mots, ce webinaire est organisé par Well & Wiz. Well & Wiz, c'est une société qui a trois axes principaux de service. Le premier, c'est de répondre à des missions de conseil sur mesure pour différents types d'entreprises. Le second, c'est de placer en régie des ingénieurs pour répondre à des problématiques de traitement de data, et en particulier un axe très fort qui est celui de la visualisation de la data, et un dernier axe qui est un axe d'évangélisation avec un pôle formation assez important qui va de formation pour des débutants à des formations beaucoup plus expertes, jusqu'à des formations même qualifiantes, puisque nous avons mis en place des formations avec des écoles d'ingénieurs comme l'ESSIER, par exemple. Donc aujourd'hui, je vais tout de suite laisser la parole à plusieurs experts pour vous parler de cette thématique passionnante. Et le premier d'entre eux qui va s'exprimer est Serge Jablonski, éminent expert, également expert comptable, un commissaire aux comptes, qui agit dans un certain nombre de cercles, et on le laissera se présenter, ce sera beaucoup plus simple. Et je vous souhaite un bon séminaire sur cette thématique passionnante. Merci, à très bientôt. Merci beaucoup. Effectivement, donc Serge Jablonski, j'interviens dans différents domaines, par exemple au Lab 50, pour prévoir un peu ce que demain sera pour la profession comptable, mais aussi j'anime à l'Académie des sciences et techniques comptables et financières un groupe de travail sur l'intelligence artificielle, sur l'audit de l'intelligence artificielle, le commissariat aux algorithmes et aux données. Et dans ce groupe de travail, il y a un expert éminent et très international qui est Patrice Sachenko, et je vais lui poser un certain nombre de questions et pour qu'il va nous éclairer. Patrice Sachenko a été président de l'Association française d'audit et de conseil informatique en France, mais surtout aussi président de l'ISACA, l'Information System Audit and Control Association, donc qui est l'association de tous les auditeurs internes, tous les auditeurs informatiques, au niveau mondial. Et Patrick est aussi le père de COVID-5, qui est notre référentiel à tous. Voilà pour ce qui est du contexte. Donc, ce groupe de travail où on avance beaucoup sur l'audit de l'IA. Patrick, je vais te poser quelques questions pour que tu nous éclaires. Et surtout, et la première, c'est tu fais une veille très importante au niveau international sur ce sujet, sur ce thème. Et j'aimerais que tu nous fais découvrir beaucoup d'études et de recherches qui sont faites sur le sujet de la confiance dans l'IA, sur le sujet des risques spécifiques de l'IA. Est-ce que tu peux déjà, pour commencer, nous citer les les principales études qui te paraissent incontournables et il faut que tout un chacun regarde et apprenne. Merci beaucoup, Serge. Donc, effectivement, récemment, donc dans les 3, 4, 5 derniers mois, il y a énormément d'études qui sont effectuées. Alors, peut-être avant de parler des 2, 3 études qui m'ont le plus impacté ces derniers mois, parler peut-être des travaux de cadrage, c'est-à-dire qu'il y a des études qui ont été effectuées au départ qui permettaient de donner des orientations, des principes, des valeurs en fait qui devaient être suivies. Il s'agit, il y en a eu beaucoup, mais l'OCDE a travaillé sur des recommandations en matière d'IA et donc élaboré 5 principes qui devaient être respectés. L'intérêt en fait de cette étude, c'est que ça a été adopté par le G20
Et donc, quelque part, les plus grands pays du monde se sont engagés en fait à suivre ces principes dans le développement de l'IA. Et puis, naturellement, l'Union européenne aussi a sorti un document qui s'appelle une approche européenne axée sur l'excellence et la confiance. L'intérêt en fait de ces documents, c'est que ça a permis en fait de fixer un cadre pour l'ensemble des autres travaux. Alors, ces documents ont donné comme message un impératif pour les IA d'être responsables, d'être dignes d'humanité et de confiance. Sans confiance, pas de croissance. Sachant que l'intérêt de l'ensemble des acteurs de l'écosystème IA ont tout intérêt à ce qu'il y ait confiance dans les systèmes, dans la mesure où aujourd'hui, il y a énormément de freins à son adoption qu'il faut lever. Dans ces recommandations, il y a l'approche, qui est une approche globale, internationale compte tenu du contexte de l'IA, holistique, qui doit tenir compte de l'ensemble des thèmes, systémique dans la mesure où lorsqu'on touche à un domaine, souvent c'est en opposition, en contradiction avec un autre qui est aussi important, et contextuel, puisqu'il y a des IA qui ont des impacts très importants et d'autres moins importants, donc il faut savoir trier. Et dans ce contexte-là, il a été recommandé de donner confiance par l'intermédiaire de certification pour qu'il y ait une adhésion la plus importante. Alors, sur les travaux qui ont été effectués, il y en a énormément naturellement, mais il y en a 3 particulièrement qui m'ont impacté. C'est un qui est sorti récemment, après nos travaux d'ailleurs de l'Académie des sciences, qui est des documents qui sont sortis par l'équivalent de la CNIL en Angleterre, qui est associé à Link Turing Institute, qui s'occupe effectivement de la mise en place d'IA en Angleterre, a sorti récemment 3 documents. Le premier qui est Explaining Decisions Made with IA. C'est un document de 136 pages dans lequel l'ensemble des concepts de la transparence, des techniques qui sont mises en œuvre, des outils qui sont disponibles, des difficultés ont été exposés dans le cadre d'un framework, donc d'un modèle qu'ils ont développé pour auditer en fait ces IDA. Donc en fait le deuxième document qui fait donc 105 pages, le premier fait 136 pages, qui permet en fait de donner une approche à l'audit, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on doit faire et un certain nombre de questions, de checklists, de thèmes à traiter. Et un troisième document qui est les bonnes pratiques en matière d'IA, qui sont aussi structurées en cohérence avec les 2 autres documents. Alors, il y a 2 autres documents rapidement qui ont été aussi importants. C'est un groupe pluridisciplinaire international qui a sorti un document qui est Towards Trustworthy AI Development, Mechanisms for Supporting Verifiable Claims, et en fait qui touche à la problématique de qu'est-ce qu'on veut, on veut avoir confiance dans quel thème. Donc en fait ça touche aux assertions, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on veut comme confiance, les problématiques d'audit, de pistes d'audit, d'explicabilité, de tests, de solutions techniques autour de cela. Les plus grandes universités, Google, Intel et autres sont associés à ces études et ils sortent régulièrement des thèmes. Donc ça, c'est un premier document de 80 pages pour poser le problème de la confiance. Et un troisième élément qui est le centre commun de recherche de l'UE à partir des orientations qui ont été effectuées sortent des documents régulièrement. Et donc, un des documents qui est sorti touche à la robustesse et à la transparence et aux outils de certification associés. Donc, ce sont les 3 grands documents qui me semblent très importants aujourd'hui, qui sont sortis il y a quelques mois. D'accord, très très bien, ça c'est très intéressant. Dis-moi, on vient de sortir, notre groupe de travail vient de sortir un premier jet de livre blanc, si tu veux, la première version d'un livre blanc qui va continuer à s'enrichir. Ce livre blanc fait effectivement état des principales études que tu as pu résumer. Il fait aussi état sur un certain nombre de pratiques, de bonnes pratiques qui peuvent être appliquées à l'IA et montre un certain nombre de limites aujourd'hui par la force des choses et émet à ce titre 5 recommandations particulières qui montrent bien l'état de l'art au jour d'aujourd'hui. Est-ce que tu peux nous résumer rapidement ces 5 recommandations majeures, s'il te plaît? Alors, oui, très bien. Donc, le premier, en fait, il s'agit d'avoir un socle commun de compréhension. Le problème de l'IA aujourd'hui, c'est que c'est pas mature, qu'il y a beaucoup de principes, de concepts qui sont évoqués, et notamment un des problèmes de compréhension, c'est les exigences attendues, puisqu'on doit répondre à ces exigences. De quelle exigence s'agit-il?
Et en l'occurrence, j'ai parlé des travaux de l'OCDE, j'ai travaillé des travaux de l'UE, il y a aussi en fait, un certain nombre d'autres organisations qui ont travaillé le sujet. Il apparaît qu'il y a énormément de thèmes, de concepts qui ont été évoqués. L'OCDE parle de 5 principes, il y en a d'autres qui parlent de 10, de 12, enfin, ça va dans tous les sens. Donc, en matière de premier socle commun de compréhension, c'est quoi, quelles sont les exigences, notamment, par exemple, dans la transparence, l'équité, la loyauté, la fiabilité, la robustesse, la vie privée, la conformité. Enfin, il y en a une vingtaine ou une trentaine qui ont été identifiées, qui sont évoquées par tout le monde. Naturellement, il faut faire un premier travail de différenciation entre tous ces thèmes, de regroupement, de classement, de hiérarchie, pour effectivement une approche qui soit structurée et qui puisse couvrir l'ensemble des exigences en fonction de l'importance. La deuxième problématique, c'est comment l'aborder, c'est-à-dire la démarche, mettre en place une démarche efficace. Et sur ce thème-là, il y a trois principaux éléments à traiter. Le premier, c'est la gouvernance et la responsabilité. La gouvernance, les problématiques de responsabilité sont plus ou moins assez bien traitées maintenant dans le domaine informatique. Mais dans le domaine de l'IA, c'est compliqué. Beaucoup d'intervenants, c'est très complexe. Les décisions se prennent automatiquement. Et donc, qui est responsable? Ceux qui sont propriétaires des applications, les développeurs, les scientifiques, etc. Donc, il y a plusieurs structures. Et donc, un des éléments, c'est de définir très clairement qui est responsable. Donc, d'avoir une IA responsable avec des responsables, avec un développement responsable. La deuxième thématique, c'est la gestion de la prise de risque. Alors, encore une fois, en matière informatique, cette thématique est assez bien structurée aujourd'hui. Le problème, c'est que dans le contexte de l'IA, il y a de nouveaux concepts de gestion de la prise de risque, le concept de précaution, les concepts de vigilance, de proportionnalité, d'alerte, qui doivent être pris en compte de manière plus forte que lorsqu'on parle de l'informatique en général. Puis ensuite, il y a des spécifiques au domaine de l'IA, qui sont tout ce qui touche au biais, et donc à la discrimination et l'équité, à l'enfermement algorithmique, au fait qu'on ne peut pas reproduire le résultat tel quel, contrairement à ce qu'on a en informatique, la problématique des causes et effets dans les études et dans les modèles. Il y a aussi une problématique de fragilité plus importante que dans l'informatique, une problématique de vie privée, il y a une problématique de dépendance. Il y a quelques acteurs dans le monde qui développent et qui seront présents. Donc, ce sont des thèmes et des risques nouveaux qu'il va falloir traiter. Il faut avoir des modèles spécifiques pour les traiter. Et donc, il faut des modèles, comme on l'a pour d'autres thématiques en informatique, sur les techniques, sur les raisonnements, sur les outils, sur les finalités de l'IA, sur les exigences, sur les acteurs, les leviers. Et donc, il faut trouver des modèles qui soient simples, flexibles et alignés. Et un certain nombre de ces modèles ont été développés ou sont en cours de développement. Troisième thème, la slide suivante. De tests. Voilà. Donc, les tests, normalement, dans le domaine informatique, c'est assez simple. On teste une finalité, on arrive à un résultat et on vérifie que ça marche. En matière d'IA, comme dans la mesure où c'est apprenant, ça change tout le temps. Et donc, sur les données d'apprentissage, il faut trouver en fait des outils de test adaptés pour l'apprentissage, pour l'aspect opérationnel et aussi pour les auditeurs qui doivent vérifier effectivement que les algorithmes sont fiables. Le quatrième thème nécessaire aujourd'hui, ce sont les exigences, et en particulier deux exigences qui sont critiques aujourd'hui. C'est l'aspect transparence. Et donc, autant sur la partie sécurité et la vie privée, la GDPR a encouragé la sécurité by design. Eh bien, il y a une nécessité aujourd'hui d'avoir l'explicabilité by design. Si on le fait après, c'est trop tard. La problématique de la transparence est très importante et donc il faut pouvoir le traiter dès l'origine et dès la conception. Dans ce contexte-là, il y a deux problématiques particulières. C'est la traçabilité, pouvoir tracer ce qui se passe, et deux, les pistes d'audit, c'est-à-dire les actions qui ont été prises par les uns et les autres, de pouvoir savoir qui a pris les décisions, comment elles ont été prises et quel impact ça peut avoir, ce qui n'est pas nécessairement directement lié aux algorithmes en tant que tels, mais à l'utilisation qui est faite de l'algorithme et les gens qui sont intervenus sur les algorithmes. Donc, en fait, ce sont deux éléments qui sont en général très mal traités et qui doivent être traités. La deuxième thématique, c'est l'équité, donc les aspects qui sont liés au biais et aux non-discrimination, aussi bien au niveau du développement des outils qu'au niveau de l'analyse des informations par la suite. Il faut traiter la problématique des biais qui sont involontaires, qui sont subis, et les biais volontaires et qui découlent de choix. Et naturellement, parce qu'on va parler de transparence, il faudra faire une transparence sur ces thèmes. Et puis, troisième élément,
il y a beaucoup de biais techniques, on dit en fait, qui sont liés à la maturité de l'apprentissage. Et donc, encore une fois, en matière de maturité, il y a des erreurs qui ne sont en fait pas vraiment des biais, qui sont plutôt des biais techniques. Et il faut pouvoir exposer où est-ce qu'on en est en termes de maturité. Et donc, dans la transparence, il y a une transparence sur le degré de maturité, sur ce qu'on appelle souvent l'exactitude statistique liée à l'IA. Le dernier élément de recommandation, c'est autour naturellement de donner confiance par l'intermédiaire de certification par des tiers de confiance, dans la mesure où il y a énormément d'IA, il faut pouvoir définir ceux qui méritent d'être audités, et donc les IA sensibles et critiques. Les travaux de l'Union européenne ont passé pas mal de temps à définir effectivement ceux qui étaient critiques et qui nécessitaient éventuellement de la certification par rapport à d'autres qui nécessiteraient plutôt des labels qui sont un peu différents de la certification. Mais pour cela, on a identifié le fait qu'il faut des exemples d'affirmation, c'est-à-dire effectivement qu'on certifie, on certifie que c'est fiable, que c'est transparent, que c'est équitable, etc. Il y a un certain nombre de thèmes. Et donc, il faut pouvoir donner des exemples de comment on allait certifier. Quelles sont les opinions qui seraient éventuellement souhaitées par les auditeurs. Et pour cela, donner des guides d'audit pour savoir effectivement comment faire et avoir des projets pilotes, puisqu'aujourd'hui, l'idée, ce serait éventuellement de tester ces certifications au travers d'exemples concrets des projets en cours. D'accord. Et donc, l'audit, qui est quand même le sujet qui nous intéresse, nous, en tant qu'auditeurs, tu y crois pour aujourd'hui, l'audit de l'IA, tu y crois pour aujourd'hui et pour demain? Alors, le problème de l'audit, j'essaie de faire, j'ai pas faire un lien avec l'audit financier. Oui, c'est la slide suivante. Oui. Parce que il y a un différentiel de maturité, de complexité dans l'audit de l'IA. Alors, au niveau de l'audit financier, la sincérité, les régularités, c'est ce qu'on donne une opinion sur ces deux thèmes. Ça a été traité, ça fait 50 ans, 100 ans qu'on a une certaine maturité sur ce que veut dire ces éléments, ce que ça ne veut pas dire. De temps en temps, il y a la sincérité prime sur la régularité, d'autres fois, c'est les régularités qui priment sur la sincérité, ça dépend des cultures, des pays, etc. Et donc, c'est quelque chose de très mûr. En matière d'IA, il y a la transparence, l'équité, la robustesse, la vie privée et beaucoup d'autres qui ne sont pas mûrs du tout. Et donc, pour donner une opinion sur ces éléments-là, il va falloir mettre en place une compréhension mutuelle sur ce que veut dire vraiment ces différentes exigences. Il faut les choisir et avoir une compréhension commune. Deuxième problématique, c'est la démarche. On a évoqué tout à l'heure la démarche, et donc pour pouvoir donner une certification, un audit, il faut un référentiel. Et le référentiel aujourd'hui est pas très présent. Alors, COBIT donne un certain nombre d'éléments et des modèles spécifiques, mais il faut des modèles qui vont encore plus loin en matière d'IA et qui sont spécifiques aux IA. Donc, c'est encore une difficulté. Par rapport à ça, il n'y a pas de référentiel de bonnes pratiques en matière d'IA, donc il y a des bonnes pratiques en matière informatique. Et donc, aujourd'hui, on sait qu'il y a une limite des outils. On ne sait pas tester en tant qu'auditeur la fiabilité d'un algorithme qui change et qui est modifié par l'apprentissage, notamment lorsqu'on parle de réseaux de neurones, etc. Autre élément, il n'y a pas de référentiel de bonnes pratiques d'audit en matière donc, de preuves, d'outils, de tests. Il n'y a pas aujourd'hui d'assertion, c'est-à-dire en fait on donne une opinion sur quel thème. C'est transparent, c'est quoi? C'est transparent, c'est explicable, c'est interprétable. Quels sont les thèmes? Quelles opinions? La forme, c'est-à-dire effectivement, est-ce qu'on a une opinion sur une assertion, c'est-à-dire qu'elle soit exacte, ou on donne une opinion sur le fond, c'est-à-dire effectivement qu'on a été testé et vérifié que non seulement l'assertion est exacte, mais qu'elle correspond à la réalité, un peu la logique de contrôle interne pour les audits financiers. Dans ce cas-là, on va avoir des réserves. Donc, un audit, c'est assez mature. On sait exactement quoi dire. En IA, on ne sera pas très bien. Donc, comment on interprétera les réserves? Ça ne marche pas, ça marche à moitié, ça marche bien. Le périmètre, la date, ça couvre quelle période et quelle communication qui peut être anxiogène. Ensuite, il y a des problèmes de proposition de valeur. C'est-à-dire qu'est-ce qu'on fait un audit pour qui? Quel niveau de confiance qui est raisonnable? On sait qu'un audit, on a un certain nombre d'éléments, 95%, etc. Ensuite, il y a le problème des risques d'audit. Quand il y a une erreur, un audit financier, ben, il y a un impact. On sait à peu près ce que ça peut donner. Les gens vont investir sur la base de. Ben, en IA, ça peut être beaucoup plus important. Il peut y avoir des morts, des décès, des problèmes assez significatifs. Donc, quel est le niveau de faux positifs et de faux négatifs en termes d'opinion qui soit acceptable? Ensuite, il y a un problème de faisabilité. Quand on fait un audit d'un grand groupe international,
du CAC 40 par exemple, les honoraires d'audit annuels, c'est souvent 40-50 millions d'euros. Donc on peut imaginer que sur la voiture autonome ou d'autres thèmes de cette nature, si on veut donner une opinion sur les outils, il va y avoir un problème de soutenabilité financière, c'est-à-dire qui va payer pour la facture tous les mois, tous les ans par rapport à cet audit. Il y a aussi en fait des problèmes d'attente, c'est-à-dire que les gens ont des attentes démesurées, ils considèrent que lorsqu'on va donner une opinion, elle sera exacte, fiable, ce qui ne sera peut-être pas toujours le cas puisqu'on va avoir des niveaux je dirais de confiance qui risquent d'être limités. Donc, ce que je dirais, c'est que lorsqu'il y a eu l'introduction de l'audit financier pour l'État, il y a quelques années, finalement, il y avait, de la même manière, il y avait des refus de certification, il y avait des réserves, il y avait des exigences qui n'avaient pas été prévues, notamment la traçabilité, les preuves que les travaux étaient faits, donc les pistes d'audit n'existaient pas. Et donc, encore aujourd'hui, il y a des réserves concernant la certification des comptes de la Sécu ou de l'État. Si on reprend quelques éléments d'audit qui ont été effectués, notamment pour Parcoursup, ce qui est plutôt un système IA alors hyper simple, certains considéraient que ce n'est même pas de l'IA, on s'aperçoit qu'il y a eu des rapports qui ont été émis les 2 dernières années au niveau du Parlement, que la Cour des comptes vient de sortir un rapport plus de 200 pages sur le sujet, et qu'on voit très bien qu'il n'y a pas de maturité, que ça pose des problèmes, qui sont incohérents les uns avec les autres, donc il y a encore beaucoup de boulot à faire. Donc ce que je dirais, c'est que si on a une mise en place progressive, par exemple sur des IA interprétables versus boîte noire, et qu'il y a un certain nombre de travaux préparatoires qui sont en cours, qui aboutissent dans les mois qui viennent ou l'année, à ce moment-là, on va pouvoir commencer en fait à émettre des opinions très ciblées sur des sous-thèmes. On n'est pas encore aujourd'hui en situation de donner des opinions générales sur l'ensemble d'une IA, je pense, encore trop tôt. C'est clair, parfait. Donc, on remonte les manches et on continue à travailler pour effectivement définir ces exigences et tous ces guides d'audit et tous ces référentiels qui nous sont nécessaires. Très, très bien. Écoute, maintenant, alors la XAI va aussi contribue aussi beaucoup à la recherche de confiance en matière d'IA. Et on va passer la parole maintenant à Thibaut qui va nous exposer ce sujet. Thibaut Vienne, qui est professeur à Paris-Dauphine. Bonjour à tous, Thibaut. Merci et Patrick pour l'introduction. Donc aujourd'hui, voilà, avec Julien, donc dans la continuité de cette présentation, on va vous présenter un peu aujourd'hui les outils qu'on peut avoir à l'heure actuelle en termes du XAI, même s'ils n'ont pas encore arrivé à maturité et qui ne sont pas intégrés dans un framework global d'audit des modèles. On va essayer de vous présenter un peu ce qui existe actuellement, quand utiliser ce type d'outils et quelles sont les différentes hypothèses et conséquences à prendre en compte lorsqu'on utilise ce type d'outils. Voilà. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que vraiment, au niveau de ces besoins en interprétabilité qu'on a et qu'on discute aujourd'hui depuis plusieurs années dans la communauté data science au sens large, on se rend compte qu'on a besoin de plus en plus de ces interprétabilités. Et finalement, c'est une conséquence logique de ce qui s'est passé ces dernières années avec l'IA. On a une augmentation des applications, typiquement un nombre de use cases qui augmente de façon exponentielle avec les années. Et sur de nombreux secteurs d'activité, aujourd'hui, tous les secteurs d'activité sont impactés par l'IA à un niveau plus ou moins fort. Également, on a des modèles qui sont de plus en plus complexes. Là où il y a quelques années, on parlait vraiment de régression linéaire, voire d'arbre de décision, aujourd'hui, on a des réseaux de neurones qui sont de plus en plus profonds et de plus en plus difficiles à interpréter. Troisièmement, on a aujourd'hui des use cases qui sont de plus en plus critiques, c'est-à-dire qu'on les met sur des sujets pour lesquels les décisions et les coûts des erreurs sont très élevés. Ils peuvent être au niveau de l'application, mais également même au-delà de l'application pour venir même impacter l'aspect organisationnel d'une entreprise, d'une association. D'où ce besoin d'interprétabilité qui est finalement logique et dans la continuité des développements de l'IA sur les dernières années. Voilà. Typiquement, pourquoi est-ce qu'on a des modèles de plus en plus complexes? C'est que comme on a un principe d'incertitude d'Heisenberg en mécanique quantique, on a aujourd'hui un peu un principe d'incertitude avec le machine learning, où pour avoir des modèles de plus en plus complexes, enfin de plus en plus puissants, de plus en plus précis, on est passé des régressions linéaires aux arbres de décision, aux forêts aléatoires, au support vector machine, aujourd'hui au réseau de neurones de plus en plus profond. Eh bien, cette avancée en termes de précision, elle s'est faite au détriment de l'interprétabilité. Voilà. Donc aujourd'hui, on a des modèles qui sont très puissants, qui donnent de bonnes performances, mais qui sont très difficiles à interpréter. Un exemple très simple est celui que vous voyez à droite.
Ou par exemple, si j'essaye, dans le cas classique, d'approximer le prix, par exemple, d'un objet, ou par exemple, disons, une maison immobilier, et que je fais intervenir trois variables x1, x2 et x3, eh bien, ma prédiction, avec une régression linéaire, ressemblerait à A plus bx1 plus cx2 plus dx3. Donc finalement, ça serait simple de pouvoir interpréter l'impact de chaque variable sur ma prédiction, qui est ici mon prix, en regardant le coefficient qui est placé devant ma variable, B, C ou D. Le problème, c'est que dès lors qu'on passe à un modèle un peu plus compliqué, si je vous ai représenté un réseau de neurones avec 2 couches cachées et de 4 neurones chacune, eh bien vous voyez que l'approximation de votre prix dépendrait non plus de 4 paramètres ABCD, mais de 41 paramètres, et pour lequel en fait ces résultats intermédiaires seraient eux-mêmes recroisés au fur et à mesure des couches cachées. Donc finalement, quand je regarde cette équation du prix, c'est très difficile de pouvoir expliquer finalement comment on va impacter la variable x1, x2 ou x3 sur ma prédiction, même si ce modèle de réseau de neurones est peut-être meilleur et a de meilleures performances. Donc aujourd'hui, voilà un des problèmes qu'on a, c'est qu'on a des modèles qui sont de plus en plus complexes. Dans la même idée, alors c'est plutôt le pendant business, la phase business des applications, on a également des use cases qui sont de plus en plus critiques. Là où il y a quelques années, les use cases de machine learning étaient plus cantonnés à quelques sujets IT, d'optimisation ou démarrer tout du moins de l'IT, on a aujourd'hui des applications qui sont utilisées partout, qui peuvent être utilisées en front directement avec des clients, des utilisateurs, qui prennent des décisions de plus en plus poussées et importantes, d'où l'idée vraiment de pouvoir avoir un besoin d'interpréter ces modèles. Alors, comment juger un peu de la criticité d'un use case? On peut le regarder suivant 6 axes. Les 3 premiers qui vont en fait référer à la valeur de votre application. Premièrement, est-ce que votre application, est-ce que vos prédictions sont appelées ou utilisées fréquemment? On peut imaginer que plus une application est appelée et plus elle est utilisée, et plus elle a finalement de la valeur. Comparer par exemple le système de recommandation d'Amazon avec un petit système de recommandation montre tout de suite la différence de valeur qu'on peut avoir dans l'application. Le deuxième point est le coût des erreurs. Ça veut dire, est-ce que aujourd'hui une mauvaise prédiction de votre modèle a un impact fort, un coût élevé en termes d'erreurs? On peut imaginer que lorsque vous faites de la publicité recommandée, si jamais vous faites une recommandation et qu'elle n'est pas exacte, le coût est très faible. Finalement, votre utilisateur ne cliquera pas sur la pub, vous perdez peut-être quelques centimes, entre guillemets, et ça s'arrête là. En revanche, si demain vous mettez un use case adapté à la médecine dans lequel vous prenez des décisions compliquées du type est-ce qu'une lésion cutanée est cancéreuse ou non, on imagine bien que le coût d'une erreur est beaucoup plus élevé. Le troisième point, du coup, à considérer est la robustesse de votre modèle. Plus vous avez un modèle qui est bon, entre guillemets, et moins il va avoir tendance à faire des erreurs. Donc, c'est aussi quelque chose à regarder lorsque vous voulez établir la criticité de votre modèle. Donc, ces 3 premiers points représentent vraiment votre valeur de l'application, et plus votre application est critique, plus elle a un besoin en interprétabilité normalement. Les 3 autres points à regarder, donc ce sont les 3 points à droite, sont premièrement l'interaction utilisateur. Aujourd'hui, plus une application de machine learning a des utilisateurs ou communique avec des utilisateurs, et plus elle est critique. Avant, sur les premiers sujets, finalement, le machine learning était utilisé finalement pour automatiser certains traitements, et du coup, c'était l'ordinateur qui prenait directement la décision, et c'était terminé. Aujourd'hui, on a des applications qui sont utilisées par des utilisateurs, qui vont challenger votre application, vouloir comprendre comment elle fonctionne, être sûr qu'elle réponde à certains critères éthiques de base. Et du coup, aujourd'hui, plus elle est utilisée par des utilisateurs finaux et plus cette application est critique. De la même façon, c'est l'aspect régulatoire qui est évidemment très important. Comme on a pu en parler précédemment, plus la régulation est élevée et plus évidemment votre use case est critique et plus il faut mettre des moyens et avoir des moyens d'interprétabilité pour pouvoir rentrer en synchronisation entre guillemets avec ces régulations. Et finalement, le dernier point qui est celui qui va être le plus critique et qui va vraiment montrer ses besoins d'interprétabilité, ce sont tous les risques organisationnels qui sont liés à votre application. Si demain vous avez une application telle qu'elle soit, un système de recommandation, et que certaines erreurs faites par ce système de recommandation peuvent impacter directement votre organisation, votre image, votre réputation, votre système opérationnel,
pouvez alors émettre l'idée que c'est une application qui est critique. Et aujourd'hui, ce sont des choses qui ne sont pas forcément bien estimées, alors que les risques peuvent être très élevés. Un exemple très simple est le système de recommandation d'Amazon, qui un jour a recommandé des produits de type des produits pour enfants à une jeune femme, et elle a appris par Amazon, entre guillemets, qu'elle était enceinte. Et du coup, il y a eu tout un tollé qui a été déclenché dans la presse autour de voilà, qu'est-ce qu'a fait l'IA, est-ce que c'est éthique, etc. Et du coup, ça a donné un risque de réputation sur l'entreprise. Donc finalement, estimer ces risques, estimer la criticité de votre application vous permet également d'estimer vos besoins en interprétabilité et donc vos besoins en nouveaux outils de XAI. Voilà. Aujourd'hui, le pipeline, finalement, on peut se poser la question, où va intervenir le XAI dans ce nouveau pipeline? Si on prend l'exemple de à quoi ressemble un pipeline de machine learning aujourd'hui, vous avez au départ des données, vous voyez ici à gauche, qui sont séparées en des données d'entraînement et des données de test. Les données d'entraînement sont utilisées pour entraîner un modèle à travers un algorithme de machine learning et on utilise ce modèle pour l'évaluer sur les données de test et donc avoir ainsi des métriques de test qui sont retournées à l'utilisateur. Si jamais ces métriques de test sont satisfaisantes, c'est-à-dire le modèle est suffisamment performant, on va, d'un point de vue ingénierie, faire passer le modèle en production et alors le modèle sera alors utilisé au fil de l'eau avec des données de production et pourra éventuellement retourner des métriques live auprès de l'utilisateur. Cela étant, ça pose toujours des problèmes aujourd'hui puisqu'on n'est pas capable avec ce type d'architecture de répondre à pourquoi cette décision, pourquoi pas une autre, quand faire confiance à mon algorithme de machine learning et finalement quand corriger les erreurs. Avec justement le XAI, on part maintenant sur une nouvelle architecture où le XAI va être partie intégrante de l'interface utilisateur et du passage en production. L'idée, c'est qu'en plus des métriques de test et des métriques live qui sont retournées par le modèle et par le processus, on a également aujourd'hui tout un ensemble de nouveaux outils de XAI que je vais expliciter juste après, qui peuvent vous permettre, au travers d'une interface utilisateur, que ce soit des applications de dashboarding, que ce soit des outils de la visualisation, de pouvoir en temps réel monitorer votre algorithme de machine learning, comprendre ses décisions, savoir quand lui faire confiance, mais également savoir quand est-ce qu'il peut y avoir des erreurs et pourquoi. Alors, du coup, qu'est-ce que c'est ce XAI? On en parle beaucoup depuis le début du webinaire. Il faut savoir que finalement, le XAI, ce n'est pas une technique, ce n'est pas une technologie, ce n'est pas un papier de recherche, mais c'est finalement tout un ensemble d'outils qui sont utilisés, qui peuvent être utilisés, qui fonctionnent finalement comme une très grande boîte à outils applicable sur de nombreux modèles. Il n'y a pas encore aujourd'hui de taxonomie très figée dans le marbre, mais on peut déjà un peu classifier ces différentes techniques en fonction de leurs caractéristiques. Et moi, aujourd'hui, je vais essayer de vous présenter un peu deux axes qui sont utilisés pour classifier ces techniques. Vous avez premièrement l'axe vertical que vous voyez, agnostique versus spécifique, qui veut dire, est-ce que cette technique d'interprétabilité, elle est agnostique, c'est-à-dire qu'elle peut être appliquée sur quel que soit le modèle de machine learning, que ce soit un arbre de décision, un réseau de neurones, une régression logistique, ou bien la technique est-elle spécifique? Par exemple, pour les amis data scientists qui écoutent, nous avons par exemple dans les techniques d'arbres des techniques comme les feature importance qui nous permettent de pouvoir mesurer l'importance de la feature pour un algorithme de type arbre de décision. Voilà, donc agnostique versus spécifique. On a également un autre axe qui est l'axe local versus l'axe global. L'axe global veut dire que nous allons vraiment expliquer le modèle de machine learning d'un point de vue global, en entier, en dézoomant sur les données, tandis que l'axe local va essayer justement de se concentrer sur une observation en particulier, sur une situation particulière et d'expliquer cette situation. Voilà. Et suivant ces catégories, vous avez alors différentes techniques comme le PDP pour le Partial Dependence Plot, le ICE pour Individual Condition Expectation, LIME dont nous parlons tout à l'heure, ainsi que le modèle SHAP qui aujourd'hui est très utilisé et qui est issu de la théorie des jeux. Quelques exemples. Alors, on a décidé avec Julien d'allier nos deux grandes passions, que sont le machine learning et l'œnologie, voilà, l'étude des vins. On avait prévu au départ de pouvoir organiser ça autour d'un
petit afterwork, malheureusement, avec le coronavirus, on l'a fait juste pour nous avec des jeux de données. Mais tout du moins, voilà, on a l'interprétation locale versus globale. Dans l'interprétation locale, imaginons que j'ai entraîné un modèle de machine learning pour prédire la qualité d'un vin. Typiquement, j'ai aujourd'hui, vous voyez pour cette bouteille de vin, une prédiction de 0,78 pour la classe 1, donc vous voyez à gauche, qui veut dire que mon modèle considère que c'est un vin de bonne qualité, tandis que la classe 0, donc, où la prédiction est égale à 0,22, considère que c'est un vin de mauvaise qualité. Vous avez sur la partie droite les différentes caractéristiques du vin. Donc, vous voyez que le total de sulfure de dioxyde, de sulfure d'oxyde est de 67, les sulfates sont à 0,86, l'acidité volatile à 0,25, etc., etc. Aujourd'hui, une technique locale comme le lime que nous vous présenterons tout à l'heure, vous permet de pouvoir observer un vin en particulier, une bouteille en particulier, et de pouvoir expliquer, tiens, qu'est-ce qui fait que ce vin est particulier, qu'est-ce qui fait que ce vin se différencie des autres, et qu'est-ce qui fait que ce vin, finalement, est de bonne qualité. Et c'est justement là où l'algorithme de machine learning, le modèle de XAI va essayer d'interpréter le modèle. De la même façon, vous pouvez avoir une interprétation plutôt globale, où cette fois-ci, vous dézoomez, vous regardez toutes les observations au global, et où vous essayez de pouvoir regarder quels sont les impacts des variables sur le modèle. Un exemple simple est l'exemple chat que vous voyez ici. Typiquement, on considère la variable alcool à cet endroit. On peut regarder ici la distribution un peu des différentes observations, donc des différentes bouteilles de vin dans le jeu de données. On remarque ici que plus la bouteille, plus le degré d'alcool est élevé dans la bouteille, et plus le point va être coloré en rouge. Et moins il y a dans la bouteille, plus le point va être coloré plutôt en bleu. Et on peut du coup voir ici quel est l'impact de cette variable sur la prédiction du modèle, finalement quelle est sa contribution. Et on appelle ça la valeur de Shapley. On explicitera le concept tout à l'heure. Et du coup, en fonction de ça, on peut voir un peu l'impact de chaque variable sur la prédiction finale. Voilà. Donc, interprétation locale versus globale. Voilà, pour terminer de mon côté, une petite slide dans laquelle je vais un peu vous parler des apports et des bénéfices que peut avoir le XAI pour votre organisation, pour votre use case ou même pour le développement de celui-ci, si vous êtes plutôt data scientist, data engineer. Tout d'abord sur la partie optimisation, et là c'est celle qui va plutôt intéresser les développeurs. Avoir aujourd'hui des outils de XAI dans votre besace d'algorithme, dans votre besace de code, c'est avoir aujourd'hui des outils qui peuvent vous permettre d'améliorer les performances du modèle. En comprenant là où il a raison et quand il a tort et pourquoi, vous pouvez donc ajouter des nouvelles variables, traiter celles-ci, améliorer le tuning de votre modèle afin d'avoir justement un modèle qui soit plus performant au travers de vos métriques. C'est également en termes d'optimisation, alors cette fois-ci plutôt au côté business, d'avoir une prise de décision plus efficace. Si demain nous avons, et ça aujourd'hui c'est une application qui est très utilisée, de prédire quand est-ce qu'un client va partir ou du moins va quitter le process. Finalement, savoir qu'il va quitter le process, c'est bien, mais savoir pourquoi est-ce qu'il voudrait partir, c'est mieux. Et du coup, avoir des outils de XAI qui vous permettent d'expliquer pourquoi votre client est sur le départ peut permettre à vos utilisateurs, par exemple des sales, de pouvoir prendre des meilleures décisions et de pouvoir du coup intervenir plus efficacement auprès de votre client. Un autre aspect est bien sûr l'aspect contrôle. En ayant des outils de XAI, vous avez aujourd'hui de nouveaux outils pour détecter les biais et les comportements non désirés par votre modèle. Comme on a pu en parler avec la présentation de Serge et Patrick, aujourd'hui, ces biais représentent un ensemble d'enjeux en termes de régulation, en termes d'éthique, entre autres. Avoir des outils pour les détecter vous permet d'avoir ces nouvelles informations et du coup la correction qui va avec. Ça va ensuite permettre une mitigation des risques opérationnels puisque du coup vous pouvez réduire les cas où votre modèle a un comportement qui est entre guillemets inapproprié ou du moins non désiré. Enfin, avoir cette capacité d'identifier les erreurs, c'est l'assurance d'avoir la possibilité d'avoir des actions correctives. Demain, si vous détectez que votre modèle il a l'habitude de se tromper dans certains cas particuliers, vous pouvez alors corriger ces biais en termes de rétro-engineering avec les équipes d'ingénierie. Voilà. Le troisième aspect des apports et bénéfices, c'est la confiance.
Aujourd'hui, avoir une IA de confiance, je pense que c'est la pierre angulaire pour une IA qui soit utilisée. Aujourd'hui, on rencontre souvent le cas d'applications qui sont développées par des data scientists, des équipes d'ingénierie, et qui sont mal adoptées par des utilisateurs finaux. Moi-même, j'ai rencontré souvent le cas dans les dernières années de data scientists. Souvent, ce que je pouvais entendre, c'était « mais qu'est-ce qui me permet de dire que ton IA est de confiance? Qu'est-ce qui me permet de dire qu'elle prend des meilleures décisions que moi, ce que je pourrais faire? Quand lui faire confiance ?» Aujourd'hui, justement, les métriques ne suffisent plus et avoir des outils de XAI, c'est finalement permettre de favoriser la confiance de vos utilisateurs en interne, mais également l'adoption des utilisateurs en externe. Finalement, de favoriser la transparence. Enfin, le dernier point qui est très important concerne finalement la gouvernance de notre organisation, ça concerne l'alignement de notre application avec les valeurs, l'éthique et la gouvernance de l'entreprise. Aujourd'hui, actuellement, nous avons des équipes d'ingénierie qui sont vraiment centrées sur l'optimisation des métriques pour pouvoir passer le programme en production et les équipes business qui veulent booster au plus vite la performance de l'algorithme. Souvent, du coup, l'éthique est monitorée ou évaluée après coup, et c'est souvent lorsque on a des erreurs très fortes qui sont remontées et qui sont préjudiciables pour l'entreprise. Avoir ces outils en amont permet finalement à tout moment du développement de l'application de permettre l'alignement de vos équipes de développement avec vos équipes métiers et les valeurs, l'éthique et la gouvernance de l'entreprise. Enfin, en termes de conformité, les enjeux de conformité avec les réglementations existantes et à venir, donc beaucoup de réglementations à venir, notamment en Europe, comme a pu expliquer Serge et Patrick, mais également, enfin, pour un dernier enjeu, c'est d'assurer la traçabilité et la responsabilité des décisions prises et des actions effectuées. Ce que je veux dire, c'est que demain, si vous avez un modèle, une IA qui prend une décision qui est très préjudiciable et pour lequel on cherche à trouver finalement un certain responsable, savoir d'où vient l'erreur, avoir des outils de XAI vous permet de reconstruire une chaîne de causalité, finalement une chaîne de responsabilité pour savoir finalement d'où est venu le problème et qui en a la responsabilité. Donc finalement, c'est quelque chose qui pourrait être utilisé en termes d'audit et de responsabilité. Voilà, c'est à peu près tout pour cette présentation. Aujourd'hui, juste après, on va avec Julien aller un peu plus dans le détail et vous parler un peu du fonctionnement de certains de ces outils du XAI. Merci. Voilà, merci beaucoup Thibaut. Je reprends la suite. Alors du coup, vous avez pu voir en première partie donc une vision de comment installer une IA de confiance en fait et les grands enjeux sur lesquels répondre. En seconde partie, du coup, voilà, qu'est-ce que le XAI, quels sont les différents modèles, quels sont en pratique les outils du coup autour du XAI. Donc on a pu voir une map en fait où on peut dresser voilà, 5-6 outils permettant d'auditer les modèles. Et là, donc, dans cette troisième partie, je vais vous présenter des cas concrets, en fait, notamment à travers les deux techniques de Lime et de Chap, qui permettent d'auditer un modèle de machine learning, d'auditer une IA. Alors, on va se concentrer sur quelques cas d'usage pour que ce soit très parlant. Alors, les premiers cas d'usage qu'on a décidé de vous présenter concernent le modèle qui s'appelle Lime. Alors, donc je vous rappelle que Lime est un modèle en fait agnostique et local. Ça signifie que c'est une technologie qui s'adapte en fait à n'importe quel type d'algorithme et qui permet de regarder une prédiction en particulier. Donc ça signifie tout simplement, vous pouvez auditer voilà, un random forest, un réseau de neurones, que sais-je, grâce à cet outil-là. Donc alors Lime, pour revenir, c'est un modèle qui est local et agnostique. Donc alors, Lime, ça signifie Local Interpretable Model Agnostic Explanation. Donc alors, explanation, c'est tout simplement rendre explicable les prédictions prises par l'algorithme, donc ce qui était l'objet de la première partie. Modèle agnostique, c'est être applicable sur tout type de modèle. Interprétable, ça signifie tout simplement que les explications fournies, elles sont suffisamment simples pour être humainement compréhensibles. Et local, ça signifie que l'algorithme, en fait, il explicite chaque décision prise par l'algorithme. Et ce qui est intéressant, c'est qu'aujourd'hui, en fait, on a pu construire en interne un outil qui permet donc d'auditer un modèle en production. Donc, alors, on va pouvoir voir quelques exemples. Alors, les explications en fait de Lime pour auditer un modèle permettent de choisir parmi différents modèles, par exemple, pour choisir le meilleur, permet de détecter et d'améliorer les modèles peu explicables, donc les fameuses boîtes noires. Aujourd'hui, on peut quantifier à quel point un modèle est boîte noire.
Et enfin, permet de mieux comprendre ces données et comment le modèle les utilise. Alors, par exemple, premier cas d'usage, c'est dans le text mining. Donc, par exemple, imaginez-vous en production un modèle qui identifie de quelle croyance religieuse est un texte. Et également, la question pourquoi. Pourquoi est-ce que le modèle il identifie que ce texte est de croyance plutôt athée ou chrétienne? Eh bien, l'algorithme en fait Lime va vous en fait quantifier, va vous faire apparaître plutôt en fait les mots qui ont permis de prendre la décision que le texte était plutôt athée ou était plutôt chrétien. Donc là, dans ce texte, on peut voir en fait qu'il y a davantage de mots en faveur d'une catégorie athée pour ce texte-là. Et l'intérêt de Lime pour le text mining, c'est tout simplement de faire apparaître les mots importants pour la prise de décision. Alors, un cas d'usage numéro 2, c'est dans la classification d'images. Alors, figurez-vous qu'on a une de nos collaboratrices qui a en fait un petit chien. On a entraîné un modèle tout simplement pour reconnaître en fait de quelle race était son chien. Et la question, alors, parce qu'aujourd'hui les modèles sont capables en fait de reconnaître la race d'un chien, mais la question est pourquoi est-ce qu'il a pris cette décision? Pourquoi il a dit que ce chien-là était de cette race-là? Eh bien, en fait, en utilisant l'algorithme Lime, ce qu'on a pu faire apparaître, c'est les pixels en fait qui ont permis de prendre la décision que le chien était un bichon maltais. Donc en fait, ce qu'on peut voir, c'est qu'on a l'image originale sur la gauche. On a donc le mot superpixel qui apparaît. Le superpixel, si vous voulez, c'est un agrégat qui est utilisé par l'algorithme et qui rentre en compte dans ses calculs. Et in fine, en troisième image, on peut voir que l'algorithme Lime a décidé que c'était un bichon maltais, sachant ces pixels-là en fait. Donc on peut identifier les deux oreilles, les yeux et le début du museau. Et donc en fait, utiliser Lime sur les images, c'est assez parlant parce qu'on voit tout de suite quels sont les pixels qui ont pris la décision. Alors également, dans la classification des vins, donc je reviens sur ce cas d'usage parce qu'il est assez intéressant et parlant. Si vous voulez, quand un modèle est entraîné sur une base de vin, à savoir si oui ou non le vin est bon, donc le modèle de machine learning il va tout simplement s'entraîner à reconnaître, sachant les caractéristiques du vin, donc son taux d'alcool, son acidité, etc., si oui ou non c'est un bon vin. Donc des professionnels ont tout simplement annoté une base de données en ce sens. Et en fait, l'idée, c'est un peu de quantifier pourquoi un vin est bon, selon les professionnels. Pour le vin numéro A, qui a été étiqueté comme bon, eh bien, en fait, quand on regarde pourquoi l'algorithme a pris la décision qu'il était bon, eh bien, c'est parce qu'il a du coup une certaine acidité, il y a un certain taux de sulfate, également un certain taux d'alcool, compris donc entre deux bornes. Et donc, on observe que Lime permet d'expliciter pourquoi un algorithme a pris une prédiction, enfin a pris cette décision-là. Et ce qui est intéressant, c'est d'observer qu'aujourd'hui, de manière plus large, la technologie est mature pour expliciter pourquoi un algorithme a pris telle ou telle décision. Donc, ce qui signifie que l'audit de modèle est bien possible en fait. Alors, également, dans le cas contraire, si jamais un vin n'est pas bon, encore une fois, l'algorithme nous expliquera que une fois qu'il a été entraîné, c'est qu'il y a un taux de sulfate trop grand. Voilà, ou qu'il y a trop de sucre résiduel. Voilà. Donc en fait, si vous voulez, ça permet de quantifier pourquoi les professionnels ont choisi de nommer, de dire que ces vins étaient bons et ceux-là ne l'étaient pas, quoi. Alors également avec Chab, je vais repasser la parole à Thibaut, qui est particulièrement attachable. Alors, donc Julien vous a présenté un peu la Mercedes de l'interprétation locale, qui est le framework Lime. Et donc, pour terminer un peu sur ce webinaire, moi, je vais vous présenter la Rolls-Royce de l'interprétation globale, qui est SHAP. Alors, qu'est-ce que c'est le framework SHAP? Alors, SHAP, ça veut dire Shapley Additive Explanation. Et c'est un framework qui est issu de la théorie des jeux. Alors, il nous vient de Lloyd Shapley, qui est un mathématicien américain, et qui a reçu le prix Nobel d'économie, justement, en 2012, sur ses travaux. Donc, l'idée, c'est justement de pouvoir expliquer n'importe quel modèle de machine learning, que ce soit un réseau de neurones, un arbre de décision ou autre. C'est donc une technique qui est agnostique. Et du coup, l'idée, c'est de pouvoir l'appliquer partout. Mais il faut savoir que c'est particulièrement efficace avec les arbres de décision aujourd'hui parce qu'on a des implémentations qui sont beaucoup plus rapides de ce type de modèle.
Alors, l'idée, c'est que si on entraîne en effet un réseau de neurones ou une forêt aléatoire pour reconnaître la prédiction des vins, la qualité d'un vin, c'est très difficile de pouvoir finalement savoir comment chaque variable a contribué à la prédiction à la fin. Finalement, on arriverait à faire ça seulement avec un modèle linéaire, comme présenté tout au début de la présentation précédente. Alors, l'avantage de Sharp, c'est qu'il est capable de décomposer la prédiction retournée par un modèle et de calculer la contribution de chaque variable explicative sur la prédiction. Donc, par exemple, si je reprends la bouteille de vin précédente, on a ici une prédiction qui est de 0,87 et je vois en fait comment cette note de 0,87 elle se décompose sur chacune des variables. Donc on voit que la variable alcool qui est à 12,5, elle a la plus forte contribution, c'est le grand trait rouge, avec une contribution supérieure à 0,20, 0,20. La densité qui a également pratiquement 0,08 de contribution, puis ainsi de suite pour chaque variable. Les variables en bleu, l'acidité fixe, l'acidité volatile, etc., étant les variables négatives finalement, et qui sont celles qui vont impacter négativement la prédiction. Donc en mettant la somme des contributions en rouge, la somme des contributions en bleu, on arrive au résultat de 0,87. Alors évidemment, je pense que vous ne me faites pas confiance, vous pouvez me demander, mais comment on arrive à ce nombre-là et comment mesurer la contribution de chacune de ces variables? Eh bien, l'idée, finalement, c'est comment est-ce qu'on passe de 0 à 87% de prédiction. La première chose, ça va être de mesurer quelle est déjà la valeur de base, finalement le biais, entre guillemets, d'un point de vue technique, et qui va du coup considérer à mesurer quelle est l'espérance de la modèle en termes de sortie. Et finalement, ça va être la note moyenne, le score moyen, retourné sur l'ensemble des bouteilles de vin qui constituent le jeu de données. Donc finalement, ici, c'est 52%. Typiquement, une bouteille qui serait moyenne, qui ressemble au plus proche de toutes les autres bouteilles, elle aurait une prédiction de 52%. L'idée va maintenant être de pouvoir expliquer, tiens, pour la bouteille précédente, qu'est-ce qui fait qu'elle est différente des autres, qu'est-ce qui la différencie, et du coup, comment expliquer qu'elle a un score de 87%. Et bien pour cela, nous allons du coup regarder quelle est l'espérance du modèle lorsque justement nous fixons la variable x1, donc c'est par exemple la variable densité, à la valeur de notre observation qui est ici 0,9975. Du coup, en fixant cette valeur-là de x1 est égal à x1, on recalcule à nouveau l'espérance retournée par le modèle et nous obtenons du coup la contribution de la variable densité qui est phi1. Et on arrive du coup avec phi0 plus phi1 à 59%. On continue de cette façon-là. Par exemple, je vais rajouter la variable alcool et je vais calculer la contribution phi2, qui est du coup la valeur de Shapley phi2, en étant finalement l'espérance du modèle lorsque l'on fixe x1, 2, donc les variables 1 et 2, aux valeurs de x1 et de x2. J'obtiens alors une prédiction de 84%. Ainsi de suite pour chaque variable. Tiens, on parlait tout à l'heure de l'acidité fixe qui était à 6,1. On voit qu'elle impacte négativement le modèle. On redescend du coup à 82%, et ainsi de suite avec toutes les variables, jusqu'à atteindre notre fameux 87%. Alors, vous l'avez remarqué, ça semble en effet un peu facile. L'ordre des variables est très important. Aujourd'hui, pour cet exemple, j'ai commencé par la densité, puis par l'alcool, puis l'acidité fixe, puis les autres variables. Mais l'idée justement des valeurs de Shapley, elle est de calculer la moyenne des contributions en effectuant les n factorielles permutations possibles. C'est-à-dire, au lieu de commencer par la densité, moi je vais commencer par l'alcool, puis je vais mettre l'acidité fixe, puis la densité. À un autre moment, je vais mettre l'acidité fixe, la densité et l'alcool. Et en faisant toutes les permutations possibles, ce qui est donc un problème lourd en termes de calcul, en temps de calcul, on obtient finalement la valeur de Shapley de chacune des variables sur l'observation. Donc typiquement, en utilisant cette technologie, à la fin, on se retrouve avec un jeu de données qui sont finalement les valeurs de Shapley pour chacune des observations. Donc je vous le décris. Si on prend la première ligne, qui est du coup de 0,87, hein, c'est le même exemple que tout à l'heure, on voit que la prédiction est de 0,87. Et comment est-ce qu'elle se décompose? Elle se décompose en une base fixe de 0,52
moins 2,5% dû à l'acidité fixe, moins 1,2% dû à l'acidité volatile, moins 0,08 dû à l'acidité citrique, plus 3 millièmes dû au sucre résiduel, 4 millièmes pour le chloride, etc., jusqu'à, par exemple, même des variables comme 0,25, donc 25% pour l'alcool. Donc, en additionnant la valeur de base plus toutes les valeurs de Shapley pour une observation, on obtient alors la prédiction qui est retournée par le modèle. Donc, la technique de Shapley nous a permis de décomposer un modèle qui était fortement non linéaire en un ensemble de contributions qui, ajoutées de façon linéaire, nous retournent la prédiction. Et cette technique peut utiliser quel que soit le modèle. Du coup, ce qui est vraiment sympa, c'est qu'on peut du coup avoir l'interprétation locale dont on parlait tout à l'heure, c'est-à-dire présenter une bouteille de vin en particulier. Mais là où ça devient très sympathique, c'est lorsqu'on regarde l'interprétation au global. C'est-à-dire tout simplement, si chaque point représente une bouteille de vin, on peut afficher la Shapley value de chaque observation pour chaque variable explicative. Donc chaque point est une observation, et ici vous avez les différentes features qui sont représentées, l'alcool, les sulfates, l'acide volatile, etc., etc. Si je zoome un petit peu, qu'est-ce qu'on voit? Donc je zoome sur la partie tout en haut. On observe que l'axe des abscisses représente la valeur de Shapley, c'est-à-dire à quel point est-ce que cette variable a un impact sur la prédiction. Lorsque le point est en rouge, ça veut dire que la variable est élevée, c'est-à-dire que ce sont des bouteilles qui ont un fort degré d'alcool. Lorsque les points sont bleus, on remarque que ce sont des bouteilles avec un faible degré d'alcool. Qu'est-ce qu'on peut interpréter à partir de là? On observe finalement que lorsque la variable alcool est élevée, la valeur de Shapley est élevée, ça veut dire que la valeur de Shapley est entre 0,2 et 0,3. Ça veut dire qu'entre 20 et 30% du score qui est retourné par algorithme est expliqué par cette valeur de Shapley lorsque le degré d'alcool est élevé. De la même façon, on voit un faible degré d'alcool, donc ce sont les points en bleu, a un impact négatif sur la valeur de Shapley, entre moins 0,1 et moins 0,2. Donc concrètement, ce type de plot, qui est du coup une interprétation globale, vous permet de pouvoir regarder et de pouvoir expliquer votre modèle en dézoomant. Et ceci, ça permet aujourd'hui de le faire avec n'importe quel type de modèle, là où avant, vous pouviez faire ce type de plot généralement qu'avec des modèles linéaires. Mais aujourd'hui, on peut utiliser un arbre de décision, du boosting, des réseaux de neurones, que sais-je, c'est tout à fait utilisable. On peut enfin utiliser les dépendances plots pour justement retourner sur des graphiques que l'on connaît bien. On représente sur l'axe des abscisses l'alcool, les différentes bouteilles, chaque point est une bouteille. Vous avez ici une autre variable comme l'acidité fixe. Plus le point est rouge et plus il est acide, plus il est bleu et moins il est acide. Et vous avez finalement ici l'impact de la variable alcool, donc c'est la valeur de Shapley sur la prédiction. Donc ici c'est très clair, on voit que lorsque l'alcool est aux alentours de 9 à 10, on a un impact négatif sur la prédiction aux alentours de moins 0,15. Et plus on augmente ce degré d'alcoolémie, et plus nous avons une prédiction qui est positive, et donc plus le vin semble être bon. Voilà, donc on voit qu'à la fin, un degré d'alcool entre 11 et 13 nous permet d'avoir un impact positif entre 0,20 et 0,30 par exemple. Donc typiquement, on peut ensuite décomposer, on peut utiliser cet outil sur de nombreux use cases, quels qu'ils soient. Alors, un petit péché mignon en termes d'interprétabilité, c'est parce qu'il peut exactement être de la même façon appliqué sur les images. Finalement, lorsqu'on fait de l'analyse d'images en machine learning avec des réseaux de neurones convolutifs, chaque pixel est une variable. Donc au lieu d'avoir une variable alcool, une variable densité, une variable sulfate, chaque pixel va représenter une variable, et là encore, on peut regarder quel est l'impact de chaque variable sur la prédiction. Donc un exemple typique sur lequel nous sommes en train de réaliser un POC avec Colin Lewis consiste justement à pouvoir récupérer un jeu de données de mélanome, donc des lésions cutanées sur la peau, et pouvoir analyser, voilà, qu'est-ce qui fait qu'un algorithme pourrait dire que cette lésion pourrait être cancéreuse ou non. Eh bien, vous avez sur l'image de droite des pixels qui, selon le modèle, font penser à une lésion cutanée cancéreuse, tandis que les points bleus font penser à une lésion cutanée non cancéreuse. Donc typiquement, avec ce type d'outil, on peut un peu mieux
monitorer l'application, mieux comprendre quelles sont les décisions prises, remarquer si on a des biais, il y a eu des cas classiques dans la littérature, etc., etc. Donc ce sont typiquement ce genre de choses qu'on peut faire avec des outils comme Lime, qu'a présenté Julien, mais également des outils comme Chap, que je vous ai présenté. Voilà. Et alors, pour finir ce webinaire, on va vous présenter le dernier né de Wellen-Lewis Data Lab, qui est l'outil XVision. Alors, donc là, qui est en version bêta. Mais l'idée, si vous voulez, c'est de pouvoir restituer, en fait, dans un outil de database, donc là, on va utiliser Power BI, de restituer tout le pipeline d'un audit de modèle au travers de Power BI. Donc, ce qui va permettre, si vous voulez, d'avoir tout le process, c'est-à-dire on récupère le modèle, on récupère les données, on fait l'audit du modèle grâce aux différentes techniques, donc PDP, Lime, Chap, ICE aussi, dont on va pouvoir vous parler, et de restituer tout cela dynamiquement dans un Power BI, ce qui permet de se balader en fait dans les résultats du modèle, dans les différentes prédictions, dans l'explication aussi des différentes prédictions. Donc là, je vais vous ouvrir. Ah oui, il faut d'abord que je change. Ah oui, non, ça fonctionne, super. Hop là. Voilà, donc là, vous voyez en avant-première en fait la version bêta de notre outil XVision, donc qui permet, donc là on reprend les données du vin en fait, et bon par exemple pour l'échantillon, on va prendre par exemple l'échantillon numéro 1 qui a eu une note donc de 3 sur 5, donc parce que si vous voulez la base de données elle était annotée de 0 à 5, à savoir si le vin était pas bon ou était très bon. Et donc, pour le vin numéro 1, qui a obtenu la note de 3 sur 5, eh bien, en fait, on peut se balader dans les différentes techniques d'interprétation pour pouvoir suivre, en fait, pourquoi le modèle a pris telle ou telle décision. Donc là, par exemple, si vous voulez, je suis dans l'onglet PDP, et ce que je peux voir, c'est que, voilà, pour la note numéro 5, on observe que plus l'alcool, enfin, plus le degré d'alcool, en fait, est important, et plus, en fait, plus, tout simplement, on va dire que le vin est bon. Simplement. Donc, nous sommes en train de concevoir, de finaliser un outil qui permet donc de restituer dynamiquement l'audit modèle. Voilà, ce qui en fait finalement une interface tout en un, dans laquelle on peut retrouver l'ensemble des explications au travers d'une interface qui pourrait par exemple mise à la disposition des utilisateurs. Voilà, tout à fait, c'est l'objectif. Voilà, écoutez, merci beaucoup à tous de nous avoir suivis. Donc, on va passer à une phase de questions-réponses, en fait, où on reste disponible pour réceptionner vos différentes questions. Ah oui, et alors, le process, c'est de les écrire dans le chat du webinaire donc, que vous avez à disposition. Ce sera plus simple pour récupérer les différentes questions. Hop, voilà, je vais passer une question-réponse. Ah, une question, c'est que faites-vous chez Wellen-Lewis? D'accord. Alors, chez Wellen-Lewis, en fait, nous sommes un cabinet de conseil avec 3 pôles, donc c'est-à-dire de la régie, du conseil et de la formation. Donc, Guillaume a pu l'expliquer au tout début. Et donc, en particulier, on développe des outils de bout en bout, donc qui vont analyser les données avec Python, qui vont les mettre dans des bases de données nouvelle génération, qui vont les restituer in fine dans du Power BI, du Tableau ou autre. Et en fait, on s'est saisi du sujet XAI pour illustrer un cycle complet jusqu'à un outil final, quoi. Voilà. Alors également, en fait, on est actif sur notre site internet où on publie, là on a une série d'articles qui permettent de reprendre donc, ce qu'on s'est dit donc sur le XAI, et c'est disponible sur l'onglet Data Lab de notre site. Ouais. Ah oui, normalement le replay est possible. Ouais, Ah oui, tout à fait. Alors une question, c'est est-ce qu'il est possible de revoir en replay la présentation? La réponse est oui, parce que GoToWebinar permet cela, donc on va vous partager un lien à la fin de cette présentation. Alors également, ce qui est intéressant de noter, c'est de voir, vous avez pu le voir en fait la première partie sur les questions très métiers, sur les questions, les challenges de l'Union européenne
de rendre explicables ces modèles. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'aujourd'hui, en fait, il est possible d'expliquer les modèles grâce à ces différentes solutions qu'on a pu vous présenter et qu'on peut dès aujourd'hui mettre en œuvre. D'autres questions? Voilà, je réceptionne les autres questions. Alors, également, une chose intéressante pendant que j'y pense, c'est que vous avez pu voir aussi les différents cas d'usage. Ça peut être sur l'analyse de texte, ça peut être sur l'analyse d'images, ça peut être sur aussi des données tabulaires comme les données du vin. On commence à travailler également sur la prédiction d'entreprises en difficulté, donc à savoir quels sont les facteurs qui font qu'une entreprise est en difficulté ou non. Donc, si vous voulez, les cas d'usage sont très nombreux. Également, oui, ça s'adresse, comme l'a dit mon collègue Jérémy, à tout secteur d'activité. Dès l'instant qu'il y a une question en fait, d'interprétabilité des résultats d'un modèle. Et l'idée également, comme vous avez pu le voir, c'est qu'il y a différentes techniques de XAI. Plutôt que d'en choisir une, on se propose en fait de toutes les parcourir et de proposer de se balader dans les différents résultats en fait. Bonjour, est-ce qu'il faut faire analyse d'explication à chaque prédiction ou on peut le faire a posteriori? Alors, je vais voir. Tu peux répéter la question, Jérémy? Est-ce qu'il faut faire l'analyse d'explication à chaque prédiction ou on peut le faire a posteriori? Alors, du coup, la question est, est-ce qu'il faut faire ces techniques de XAI à chaque prédiction ou bien les faire a posteriori? Et bien, là encore, je dirais que ça dépend. Ça dépend de la criticité de votre use case, ça dépend peut-être de votre nombre d'observations, mais tout du moins, ce qui peut être intéressant, c'est sur un certain jeu de test de pouvoir lancer une interprétation globale avec des techniques comme SHAP, le PDP, l'ICE, et de pourquoi pas déjà regarder quelques observations, peut-être une dizaine, une trentaine, une cinquantaine, avec des techniques d'interprétation locale comme LIME, que vous a présenté Julien, des techniques comme SHAP appliquées à l'interprétation locale, etc., etc. En termes de production, alors là encore, tout dépend de votre maturité, mais si par exemple votre modèle ne communique avec aucun utilisateur, c'est un processus automatique, c'est peut-être pas très intéressant forcément de regarder des techniques d'interprétabilité, puisqu'elle doit être analysée par un utilisateur. En revanche, si vous avez un utilisateur qui doit utiliser la prédiction du modèle pour lui-même prendre des décisions, ça peut être très intéressant de lui déployer un outil qui lui permette d'interpréter en temps réel les prédictions qui ont été retournées par le modèle en question. Ah, une question. Quels sont les biais de l'IA? Alors, quels sont les biais de l'IA? C'est peut-être plus Serge, Patrick, pour cette question? Ça, c'est vas-y, Patrick, ouais. Ah oui, on n'entend pas, je pense qu'il faut que tu mettes ton micro. Patrick, tu pars sur les biais ou toutes les catégories de biais? Pardon, c'est bon. Oui, donc dans notre rapport, on a passé un peu de temps effectivement à regarder les biais. Et donc, il y a des biais qui sont liés à, je dirais, plus à l'aspect humain des biais, c'est-à-dire le fait que on passe d'une logique de corrélation, essentiellement, c'est-à-dire on met ensemble un certain nombre de variables et on identifie au travers de ces variables une corrélation. C'est ce qu'on fait lorsqu'on apprend, c'est-à-dire lorsqu'on apprend, on identifie des actions qui ont été effectuées, on se dit, ben, ça fait 3 fois que je fais quelque chose qui marche, donc effectivement, c'est bon. Le problème, c'est que lorsqu'on a identifié ces actions, ça ne veut pas dire que c'est la cause de ces actions. Et donc, quelque part, lorsqu'on parle de l'IA, l'un des problèmes de l'IA, c'est que l'essentiel de l'IA, c'est de faire des corrélations. On a identifié des thématiques, on associe des résultats à un certain nombre de variables. Et on considère que donc ces variables qui sont identifiées comme étant présentes assez fréquemment sont à l'origine et c'est la cause d'un problème. En réalité, justement, le problème, c'est que l'IA peut aider à identifier une causalité,
mais elle ne l'assure pas, cette causalité. Donc, souvent, ce qui est amené, c'est que lorsqu'on a une IA, on va identifier un certain nombre de corrélations, il va falloir, par la suite, vérifier et valider ces modèles pour s'assurer qu'effectivement, ce n'est pas une autre variable qui est à l'origine de ces éléments. Et donc, c'est la difficulté de l'IA, c'est que ce type de biais est difficile. Dans ces biais, naturellement, il y a des biais qui sont dus au fait que dans les bases qu'on va utiliser pour apprendre, il existe des biais dès le départ, et donc on va reprendre les biais, et même on va être très efficace à les utiliser. Donc en fait, les résultats qu'on va avoir sur les données passées vont être encore plus biaisés qu'ils ne sont si c'était humain. Il y a aussi le problème de la géographie, c'est-à-dire on peut en fait avoir des comportements qui sont liés à une tranche d'âge, à un lieu particulier qu'on va extrapoler partout dans le monde, et ils ne sont pas représentés de la même manière dans d'autres pays, donc on va extrapoler de manière biaisée. Donc il y a toute une série de techniques qui font en sorte de types de biais, qui font en sorte qu'on va arriver à un résultat qui semble apparaître comme étant logique, mais qui en réalité ne l'est pas. Ensuite, il y a d'autres biais qui sont plutôt des biais techniques. C'est-à-dire que ce n'est pas vraiment la même mécanique qui se met en place, c'est le fait qu'on utilise en IA beaucoup d'éléments qui sont statistiques. C'est-à-dire, vous avez 30% de probabilité qu'il va advenir tel événement. Et donc, comment on va gérer ces éléments? Et on va les gérer par l'analyse de risque, c'est-à-dire que vous allez avoir, comme vous dites, 30%, il va y avoir ce qu'on appelle les faux positifs, les faux négatifs, et en fait, l'impact de ces faux positifs et faux négatifs n'est pas la même. Et donc, il va falloir faire des décisions sur le fait d'avoir un faux négatif peut, on le voit aujourd'hui avec le coronavirus, entraîner un certain nombre de comportements, alors qu'un faux positif, peut-être, n'a pas le même comportement qu'un faux négatif. Donc, quelque part, il va falloir faire des choix techniques sur l'impact qu'on peut avoir en fonction des types de biais qu'on va avoir présents aujourd'hui. Et derrière Super, ces merci. éléments, pardon, et donc derrière ces éléments, il va y avoir des éléments complémentaires en matière de biais qui sont les éléments incontrôlables d'une certaine manière, qui sont la fragilité de l'IA, c'est qu'il y a des événements, un événement peut avoir un impact qui est 10 fois plus important que tout le reste, qu'on ne voit qu'une fois tous les 10 ans. Et donc, quelque part, on ne va pas pouvoir le voir. Ouais, on aura une conclusion qui est erronée. Merci beaucoup, Patrick. Alors, on a une dernière question qui est… Disposition d'indicateurs de robustesse des modèles XAI pour mieux orienter le choix vers l'un d'entre eux et apprécier sa fiabilité. Alors, est-ce qu'on dispose d'indicateurs de robustesse sur les techniques d'interprétabilité? La réponse, c'est oui et non de ce que j'en sais. Je sais qu'il y a aujourd'hui des questions qui se posent sur quelle est finalement la performance des techniques de XAI qui monitorent la performance des modèles. C'est un peu l'œuf et la poule, si vous préférez. On a des techniques, justement, quelques techniques qui permettent un peu de pouvoir évaluer quel est le degré de certitude qu'on peut avoir dans les explications données par le modèle. Mais c'est aujourd'hui une partie qui n'est pas fortement développée, pour laquelle on n'a pas de framework très précis pour le moment, même si je pense que ça a vocation à évoluer dans les prochains mois et les prochaines années. Une question? Dans le cas d'ensemble forecasting en machine learning, on utilise la sortie de plusieurs modèles comme un seul modèle de prédiction. Comment faire dans ce cas pour expliquer ce modèle? Alors, je vais y répondre. Vas-y, c'est en stacking, quoi. Oui. Alors, dans le cas donc là, je pense que c'est un data scientist qui parle. Dans le cas où on utilise du stacking, donc l'idée, c'est qu'on a plusieurs modèles qui sont entraînés, qui ressortent des sorties, et ensuite un métamodèle qui va reprendre ces entrées qui sont en fait les sorties et refaire un nouveau modèle par-dessus. Je pense que le plus simple est finalement soit d'appliquer les techniques de XAI sur le modèle, le dernier modèle, ou chacun des modèles individuellement. Cela étant, on peut très bien imaginer que, comme un réseau de neurones, finalement, c'est également l'agrégation de différentes variables et de sorties qui vont dans les couches suivantes, on pourrait tout à fait utiliser des techniques de XAI directement sur les modèles,
et le métamodèle par-dessus comme étant finalement un tout. Cela étant, je ne sais pas si aujourd'hui c'est très bien développé en termes de back-end dans les différentes technologies qu'on vous a présentées, et si tout simplement on pourrait faire megamodel.explain et expliquer notre mégamodèle. Voilà. C'était la dernière question. Bon, bah, écoutez, merci à tous pour ces questions très intéressantes. On espère y avoir répondu dans les détails. On vous remercie pour votre attention et on vous dit à bientôt pour un prochain webinaire voilà, sur ces thématiques IA très intéressantes et d'aujourd'hui. Voilà, merci à tous. Voilà, et très bonne soirée à vous.